Oui. Le plan au complet. Ce qu'il y a en avant, c'est ça rapport avec le cœur. Bonsoir tout le monde. On m'entend? Non. C'est bon, mais c'est je peux pas parler moi, un peu plus fort. Ça marche avec les micros? Non, pas. OK. On va juste parler fort. Test. OK, là, ça marche. Fais juste approcher du micro. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir venu. Aujourd'hui, on va faire une consultation publique sur le plan d'urbanisme. Mégane et Alexandra vous vont présenter le plan d'urbanisme et aussi le nouveau règlement sur le lotissement. Je vous laisse la parole à Mégane. Bonjour, c'est Alexandra qui va commencer avec la présentation du plan d'urbanisme. Moi, je vais poursuivre avec la règlement de lotissement par la suite. Plus fort. Bonsoir tout le monde. Bonne année. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je pense que je vais perdre la voix à la fin. Donc, je me présente, Alexandra O'Brien, responsable de la planification du territoire à la municipalité. Donc, c'est moi qui vais vous présenter la présentation concernant la rédaction du plan d'urbanisme. Seconde, nos difficultés techniques se poursuivent. Bonsoir. Wow. Parfait. OK. Je sais plus trop. Donc, ce soir, on va aborder, dans le fond, la rédaction du plan d'urbanisme, la mise en contexte et le cadre réglementaire, la vision stratégique 2041, et puis les grandes aires d'affectation du sol et les étapes à venir en lien avec la rédaction du plan d'urbanisme. Donc, la présentation devrait durer approximativement 15 minutes. La période de questions se déroulera à la fin des deux présentations. Donc, comme que Jean-Charles a mentionné plus tôt, on va avoir deux présentations, dont une sur le plan d'urbanisme et une seconde sur le règlement de lotissement. Donc, prenez bonne note de vos questions pour ne pas les oublier, s'il vous plaît. Donc, la réadoption du plan d'urbanisme, pourquoi on réadopte encore une fois le plan d'urbanisme? Donc, c'est une décision qui découle d'une obligation légale. Donc, 180 jours après avoir adopté le précédent plan d'urbanisme, la municipalité devait adopter ces nouveaux règlements d'urbanisme de concordance, tels que le règlement d'image, le lotissement ou permis certificat. Donc, chose qui n'a pas pu être faite. Donc, en raison de l'expiration de ce délai, le 24 mars 2024 passé, la municipalité ne peut procéder légalement à la réadoption des nouveaux doit procéder à la réadoption d'un nouveau plan règlement d'urbanisme par concordance. Donc, autrement dit, afin d'être en mesure d'adopter les futurs règlements d'urbanisme, la municipalité doit remplacer son plan d'urbanisme pour respecter le délai de 180 jours que prescrit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, pour vous donner un peu de contexte
au niveau de la réadoption. Donc, c'est essentiellement le même document qui est adopté que celui que la population avait adopté en 2023. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de changements effectués au plan d'urbanisme. La plupart des modifications portent notamment sur les projets de règlement qui ont été adoptés par la MRC, qui a modifié le schéma d'aménagement. Donc, par concordance, nous, on doit modifier le plan d'urbanisme. Et puis finalement, puisque le plan d'urbanisme a déjà fait l'objet d'une consultation publique le 24 janvier 2023, bien le contenu de cette présentation-là, à l'époque, a été largement repris dans celle-ci. Donc, voici en bref les modifications qui ont été apportées. Donc, comme j'ai mentionné, il y en avait beaucoup aussi au niveau de la conformité régionale. Donc, plusieurs projets de règlement ont été adoptés par la MRC qui est venu modifier le schéma d'aménagement de la MRC. Je vais vous épargner les numéros de règlement. Par la suite, on a fait aussi, dans le fond, dans le plan 3, le retrait de la zone inondable du ruisseau de Blackburn, puisqu'il n'était pas dans le schéma d'aménagement. Donc, on a eu une non-conformité à ce niveau-là. Puis, par la suite, au niveau des corridors routiers, on a ajouté un article concernant les corridors routiers problématiques et les sections de route sous la juridiction du MTQ, donc pour se conformer encore une fois au schéma. Aussi au niveau de l'exploitation minière, donc le règlement qui avait été à l'époque un projet, quand nous on a fait notre plan d'urbanisme entrer en vigueur, donc pour vraiment bien définir le plan d'urbanisme avec le projet en vigueur, on a fait les modifications nécessaires et les adaptations. C'est les territoires compatibles avec l'activité minière qui a été travaillée par la MRC qui a été repris officiellement dans le plan d'urbanisme. Les tiens. Donc, aussi, on a les sites de densité, donc il y a une clarification pour mieux encadrer les objectifs, leur application et les outils réglementaires de contrôle. Aussi, il y a eu des modifications au niveau des fiches descriptives des affectations. Donc, au niveau des zones multifonctionnelles, il y a eu l'encouragement de développement consolidé. Donc, il y avait un retrait des fonctions récréatives, zones résidentielles, modification des sites de densité et ajustement des bâtiments d'intérêt patrimonial, zone mixte et villageoise, donc intégration de la maison mille comme bâtiment patrimonial. Puis, au niveau des grilles de compatibilité des usages, il y a une rationalisation des fonctions incompatibles avec la vision municipale, notamment pour la vigilature privée, les abris sommaires, et il y a eu des questions aussi sur les exceptions pour les usages ruraux et commerciaux. Puis finalement, c'est ça. Donc, les ajustements visent à aligner le plan d'urbanisme avec les objectifs du développement du schéma d'aménagement et le développement de la MRC Colline, tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la communauté. Donc, la mise en contexte et le cadre réglementaire. Qu'est-ce qu'est un plan d'urbanisme? Donc, pour ceux et celles qui ne se rappellent pas de la présentation de 2023, on va vous faire juste une petite mise à jour. Donc, on va revoir la base d'un plan d'urbanisme rapidement. Donc, c'est un document de planification qui encadre le développement du territoire. Ça découle de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Et puis, le contenu est largement édicté par le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, en fait, grosso modo, on fait un copier-coller des éléments qui s'appliquent au territoire de Kentley. Puis aussi, un plan d'urbanisme est soumis à une concordance en cascade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs paliers gouvernementaux avec des documents de planification. Et puis, nous, la municipalité, on est comme en bas de cette cascade-là, si on veut. En premier lieu, on a le gouvernement du Québec avec des orientations gouvernementales qui doivent apparaître dans les documents de planification de la MRC, dont le schéma d'aménagement. Puis après ça, nous, la municipalité, avec notre plan d'urbanisme, doit reprendre le schéma d'aménagement. Et même nous, avec notre propre règlement de tournage, on a une concordance à faire avec le plan d'urbanisme. Donc, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement de la MRC, la municipalité doit respecter la hiérarchie des outils d'aménagement du territoire. Donc, on est assujetti légalement à cette cascade-là de concordance. Règle générale, le plan d'urbanisme assure la transition entre le schéma d'aménagement et les règlements d'urbanisme au niveau opérationnel. Donc, quand on parle au niveau opérationnel, on parle de lotissement, permis certificat ou de zonage. Chaque outil a son rôle à jouer et doit être adapté pour concrétiser les orientations d'aménagement identifiées au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, qu'est-ce que doit contenir un plan d'urbanisme? En premier lieu, un plan d'urbanisme, c'est un diagnostic et un portrait du territoire. Donc, on va revoir les éléments au niveau sociodémographique, le marché immobilier, la dynamique d'urbanisation. Donc, on va faire un portrait
Par la suite, on va identifier les composantes, les forces, les faiblesses, donc que ce soit naturelles, anthropiques ou structurantes. Et on va établir une vision, donc une vision stratégique 2041. Donc, on va faire un énoncé de vision stratégique avec un concept d'organisation spatiale et un plan d'action qui comprend des orientations, des objectifs et des moyens de mise en œuvre. Okay. Puis aussi, on va avoir les grandes affectations du sol, donc qui est une carte, mais aussi des fiches descriptives des grandes aires d'affectation du sol. On va avoir les fonctions autorisées et les conditions pour les encadrer. Et finalement, on va avoir quelques annexes comme exemple des études à valeur écologique. Donc, la vision stratégique en bref. Le conseil municipal profile une vision d'avenir de collectivité en répondant aux questions fondamentales relatives à sa mission et ses orientations à moyen et long terme. L'élaboration d'une vision et d'une mission municipale qui constitue généralement le point de départ de la planification du territoire. Mais encore, la vision stratégique, c'est un énoncé de vision stratégique, puis l'énoncé, elle, se traduit en texte et en concept d'organisation spatiale. Et par la suite, on va avoir un plan d'action qui va comporter des thématiques, des orientations, des objectifs et des moyens de mise en œuvre. Pour faire simple et plus imagé, donc la vision stratégique, c'est vraiment où est-ce qu'on veut aller au niveau planification. Donc, c'est vraiment plus abstrait, donc en texte, en image, puis illustré en concept d'organisation spatiale, qui va se traduire en plan d'action qui est vraiment plus concret. Donc, le plan d'action va comprendre, comme je vous ai mentionné plus tôt, la thématique, l'orientation, les objectifs. Puis chaque objectif va avoir un moyen de mise en œuvre. Et puis, donc, ici, on peut voir, c'est le concept d'organisation spatiale. On voit dans le concept d'organisation spatiale, justement, les grandes aires d'affectation du territoire, mais aussi le périmètre urbain. Donc, pour ceux et celles nécessairement qui ne mangent pas de l'urbanisme à chaque jour, si on veut, un périmètre urbain, c'est vraiment les périmètres urbains sont des territoires auxquels se rattachent des notions de concentration, de croissance et de diversité des fonctions. Donc, c'est là où est-ce qu'on veut centraliser les éléments. Puis, dans ce périmètre urbain-là, on va avoir aussi des pôles. Donc, un pôle désigne un centre, un lieu de concentration d'activités, d'équipements, des services ou d'infrastructures qui jouent un rôle important dans le développement et l'organisation du territoire. Donc, il y a plusieurs types de pôles. On peut avoir des pôles commerciaux, institutionnels, mixtes, etc. Mais tout ça, c'est un peu la vision de l'aménagement du territoire. C'est mieux. C'est mieux. Ah, ces écrans-là sont plus clairs. Là. Je pense qu'on a disparu avec la résolution de ces écrans-là. C'est pour ça qu'on vous a imprimé des plans aussi que vous avez en fond. Ça a l'air un peu. OK. Donc, comme je vous disais, concrètement, le plan d'action, pour chacune des orientations, des objectifs et des moyens de mise en œuvre qui ont été définis, sont présentés sous forme d'un plan d'action auquel un délai de réalisation a été attribué. Donc, on donne un délai entre court terme, moyen terme et long terme, tout dépendamment de l'urgence d'agir du moyen de mise en œuvre. Et il y a une répartition aussi des responsabilités pour chacun des moyens de mise en œuvre. Est-ce que c'est la municipalité? Est-ce que c'est la municipalité avec la MRC? Est-ce que c'est un partenariat avec des organismes gouvernementaux? Donc, tout ça est établi vraiment plus clairement dans le moyen de mise en œuvre. Mais cela permet aussi de statuer sur la nature de l'action, donc dans quel ordre on doit le faire. Est-ce que c'est par l'entreprise d'un règlement, de la gouvernance ou d'immobilisation? Donc, tout ça, c'est vraiment bien détaillé à l'intérieur du plan d'action. Donc, comme mentionné, on a des thématiques. Plus précisément, le plan d'urbanisme comporte 5 thématiques. Donc, la première thématique, c'est la structure du territoire et les milieux habités. Et puis, ces thématiques-là sont rattachées avec une orientation. Donc, l'orientation qui est rattachée à celle-ci serait offrir un cadre de vie de qualité par une planification cohérente et structurante. Deuxième thématique, milieu naturel et écotourisme. Donc, préserver l'intégrité écologique des lieux naturels et faire face au changement climatique. Services municipaux et infrastructures, donc offrir des services et des équipements publics sécuritaires, conviviaux et attractifs. Pour le développement économique, on aurait favorisé l'émergence d'une économie locale et durable.
Puis finalement, pour la 5e, on a le patrimoine culturel, bâti et naturel. Donc, mettre en lumière les éléments distinctifs de la culture et du patrimoine de Tennessee, tout en renforçant le sentiment d'appartenance de la population. OK. Donc, pour vous mettre un peu plus en image, qu'est-ce que ça a l'air, voici un extrait du plan d'action. Donc, en haut, on voit la thématique, donc structure du territoire inégalité. En dessous, on a l'orientation qui est liée à cette thématique-là. Et par la suite, va découler dans le tableau les objectifs liés à cette thématique-là. Et sous les objectifs, on a tous les moyens mis en œuvre. Et dans les sections à droite, dans les colonnes de droite, on va avoir la nature de l'action. Est-ce que c'est un règlement qu'on doit rédiger? Est-ce que c'est une immobilisation qu'on doit faire? Donc, tous ces éléments-là sont indiqués dans les colonnes de droite, puis on indique le partenaire et les échéanciers. Donc, ça, il y en a pour toutes les thématiques et toutes les orientations qui sont dans le plan d'urbanisme. Donc, là, je vous ai juste mis l'extrait pour vous schématiser le tout. Puis, pour les grandes aires d'affectation. Donc, qu'est-ce que c'est les grandes aires d'affectation? En fait, les grandes aires d'affectation ont pour objectif de structurer le territoire de manière cohérente et ordonnée en délimitant les zones destinées à des activités spécifiques. Elles sont définies par les documents de planification, comme le schéma d'aménagement de développement de la MRC et aussi le plan d'urbanisme de la municipalité. Mais la municipalité doit reprendre les grandes aires d'affectation du sol du schéma d'aménagement de développement de la MRC dans son plan d'urbanisme. Donc, on ne pourrait pas, nous, en tant que municipalité, inventer nos grandes aires d'affectation pour vraiment se coller à ce que la MRC a édité dans son schéma d'aménagement. Donc, quelles dispositions sont prescrites à l'intérieur des grandes affectations du sol? Bon, on a des descriptions générales du territoire, donc on a aussi les fonctions autorisées de plein droit, les fonctions autorisées sous condition. On a la forme urbaine prescrite pour les projets résidentiels et on a aussi le nombre d'étages permis pour un bâtiment résidentiel. Donc, pour vous imaginer qu'est-ce qui est une grande aire d'affectation du sol, ceux-ci sont regroupés dans un plan pour qu'on puisse voir la distribution spatiale sur le territoire. On en a, je crois, 15 grandes aires d'affectation, donc qui sont... Ah oui, c'est le plan aussi que vous avez entre les mains, donc si ce n'est pas très clair à l'écran, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, chaque parcelle du territoire a été attribuée à une grande aire d'affectation du sol. Donc, ceux qui sont à l'extérieur du périmètre urbain sont plutôt d'ordre rural et à l'intérieur du périmètre urbain sont plutôt d'ordre urbain. Puis, chaque aire d'affectation du sol, en fait, est liée à une fiche descriptive. Donc, on peut voir par la fiche descriptive les balises d'aménagement, mais plus précisément, la fiche descriptive, comment elle se décortique. En premier lieu, on va avoir une description qui est générale, donc avec une photo satellite de qu'est-ce que ressemble ce genre d'aire d'affectation, puis une description. Par la suite, on va avoir les balises d'aménagement et les fonctions autorisées. Et dans le bas de la fiche, on va avoir la forme urbaine et la type de densité. Donc, quand on est en mesure de lire cette fiche descriptive-là, on peut savoir un peu à quoi s'attendre au niveau de l'aire d'affectation, puis quelles sont les balises qui s'y rapprochent. Donc, aussi, le plan d'urbanisme comporte une grille de compatibilité des fonctions. Donc, comment on identifie, dans le fond, si une fonction est autorisée dans une aire d'affectation, c'est par entremise de cette grille-là. Donc, elle se lie verticalement et horizontalement, puis c'est au croisement de ces points-là. Donc, exemple, moi, si je voudrais savoir si dans une aire d'affectation rurale, les usages commerciaux sont autorisés, je devrais faire comme ça ici, donc une ligne verticale, une ligne horizontale, puis c'est à son croisement ici que je verrai si, exemple, c'est autorisé. Ici, dans l'exemple que j'ai choisi, on a un point, donc avec des notes. Donc, ça veut dire que c'est permis, mais il y a des conditions particulières qui s'y rattachent. Donc, il faudra aller lire les conditions particulières pour savoir qu'est-ce que c'est plus précisément. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de comment lire la grille de compatibilité. En fait, cette grille de compatibilité-là aussi va se répercuter dans le règlement de zonage qu'on vous a déjà présenté lors de la consultation publique
avant les fêtes, le 27 novembre exactement, c'est qu'elle se précise par la grille de compatibilité qu'on a ici, les grilles de spécifications qui vont être intégrées dans le règlement de zonage, viennent un petit peu reprendre les usages qui sont permis dans cette grille-là, mais de manière plus décortiquée. C'est pour ça qu'on dit que le plan urbaniste, c'est un guide, c'est une planification parce que ça a un lien après avec le règlement de zonage aussi et le règlement de lotissement et les autres règlements. Donc, les prochaines étapes pour le processus de réadoption du plan d'urbanisme. Enfin, on est rendu presque à mi-chemin des étapes. Donc, aujourd'hui, c'est la consultation publique le 7 janvier. Les prochaines étapes, on va avoir le registre pour les personnes à voter, donc le 11 et le 12 février 2025. Par la suite, on va avoir l'approbation de la MRC au courant du mois de février-mars 2025. Et lorsqu'on va avoir reçu l'approbation de la MRC, on va avoir l'entrée en vigueur du nouveau plan d'urbanisme qui devrait suivre, donc soit en février ou mars 2025. Donc, aussi, juste pour vous informer, la tenue du registre permet de manifester votre opposition si vous le souhaitez. Comme mentionné, ça a lieu le 11 et le 12 février 2025 de 9h à 19h à la réception du deuxième étage de la maison des bâtisseurs située au 8 chemin River. Donc, je vais passer la parole pour Mégane pour la prochaine présentation ainsi que le micro qui va se faire. Le registre est automatique, c'est déjà, il n'y a pas besoin que quelqu'un de demande soit fait, c'est déjà canné. Oui, parce qu'on est dans un processus de concordance un petit peu différent. On n'a pas besoin d'avoir un certain nombre de demandes avant de tenir un registre, on passe directement au registre. Et que ça facilite les choses, ben, je veux dire, ça facilite, c'est comme si on prenait pour acquis qu'on avait un nombre de demandes suffisant. Ça vous sauve une étape en citoyen, je veux le dire comme ça. Peu importe qu'il y a un registre, oui. Oui. Là, j'ai pas besoin avec ça, mon film. Juste, Mégane, juste préciser que le registre ne sera pas ouvert si le conseil n'accepte pas le règlement de 21 Oui, c'est exactement. Les droits en fait, sont prévus d'être adoptés à la séance du 21 janvier des règlements, puis après un nombre de 45 jours suivant l'adoption pour tenir un registre. C'est pour ça qu'on a prévu ces dates-là qui sont déjà fixées, autant pour le règlement de zonage que le règlement du plan d'urbanisme. Si le conseil n'accepte pas le règlement de zonage de 21, il n'y aura pas de registre qui C'est va se ça, faire. exactement. Ouais. Peux-tu répéter? Moi, dire. Voici. That would be you at the slide. En fait, les règlements qui sont sujets aux personnes habiles à voter sont le règlement de zonage et le règlement sur le plan d'urbanisme qu'on réadopte. Non le règlement sur les permis syndicats et ni le règlement de lotissement. Donc, c'est ces deux règlements-là prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui sont sujets aux personnes habiles à voter. Donc, oui, il faut être résident, puis en fait, on va donner un registre. Je vais recommencer. On suit le processus d'adoption des règlements. On a adopté les projets de règlement en novembre. On a tenu des consultations publiques. On a scindé les consultations publiques avec le règlement du zonage parce que c'est un gros règlement. Donc, on avait décidé de le faire séparément lors d'une séance isolée, comme on peut dire. Puis aujourd'hui, on tient la séance de consultation publique pour les autres règlements qui sont prévus être adoptés le 21 janvier. Mais on est là aussi pour récolter les commentaires, comme on le fait avec le règlement de zonage en ligne. Ça a passé par les citoyens, je veux dire les conseillers, le maire, on a reçu des courriels directement, les gens sont venus à la municipalité. Il y a déjà des commentaires qui ont été pris en considération qui ont été déjà mis dans le règlement de zonage pour l'adoption de la version finale qui est prévue le 21 janvier. C'est la même chose aujourd'hui avec le règlement sur les lotissements puis le plan d'urbanisme. Donc voilà, puis là, après le registre. Oui, le registre, après, dans le fond, après l'adoption du règlement le 21, s'ils sont bien adoptés le 21 janvier, la municipalité a 45 jours pour tenir un registre. Donc, le registre, on a déjà seté des dates, planifié les dates qui vont être le 11 et le 12 février. Donc, c'est dans les 45 jours suivant l'adoption techniquement des règlements. C'est ces journées-là que les gens vont pouvoir se déplacer en personne uniquement lors des heures d'ouverture. C'est marqué là, de 9h à 19h. Puis juste pour votre information,
Vous pouvez consulter les règlements qui sont disponibles sur le site de la municipalité. On a aussi publié des documents, Alexandra et moi, pour aider à faciliter la compréhension parce que c'est quand même assez complexe, c'est lourd. J'imagine c'est lourd de compréhension pour vous, c'est très technique comme vocabulaire. C'est beaucoup de règlements en même temps, sauf qu'ils n'ont pas le choix d'être faits en même temps parce qu'ils ont tous un lien un avec l'autre. Puis il découle d'une planification. Donc, vous avez accès à ces documents-là. Vous avez accès au petit résumé qu'on a fait aussi, disponible sur la même page web de la municipalité. Qu'est-ce qui arrive si jamais ça ne passe pas? Il n'y aura pas de registre, mais si ça ne passe pas, bien, vraiment, on a un délai aussi qui est fixé par le ministère des Affaires municipales. Là. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi proche depuis l'année passée et qu'on concentre notre énergie sur les règlements. Ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'être concentré juste dans ces règlements-là, ça nous aide aussi à ne pas être dans notre quotidien, à revenir. Des fois, ça l'aide à la concentration et à avoir un meilleur règlement quand on est concentré là-dessus. Mais si ça passe pas, si ça passe pas, ça risque d'être les ministères des Affaires municipales qui vont s'en mêler parce qu'on va être en non-conformité. Donc, ça traîne déjà depuis assez longtemps, puis ça se peut que ce soit eux qui fassent le règlement pour nous. La question, est-ce qu'ils vont prendre vos documents ou eux? Si vous me permettez, là, la question que vous posez, là, souvent, ça ne passe pas. Si le registre, il y a plus que les noms de signatures. Le conseil a le choix de dire je vais en référendum ou je laisse tomber le registre. C'est ça. C'est qu'on va en référendum, ça passe pas. Si on va en référendum, ça passe pas, ben là, ça retourne par nos devoirs ou si le match. Oui, pour commencer. Il faut savoir pourquoi. Il faudrait savoir pourquoi pour qu'on puisse ajuster en conséquence. Puis, si on a des ajustements, ben, ça a probablement un lien dans chacun des règlements. Donc, il faut tout revoir, probablement même la vision. Il faut tout recommencer d'une certaine manière. On va redemander des extensions au ministère des Affaires municipales. Puis, c'est là que, je ne sais pas, ils sont déjà cléments avec nous depuis 3 ans. 3 ans, c'est ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être attendre? Je me rappelle plus. On a aujourd'hui demandé, comme vous savez, l'élection s'en vient pour octobre ou novembre l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on a demandé, c'était nos dates qu'il fallait faire, on a demandé la liste électorale. On devrait recevoir la liste électorale d'ici quelques jours. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme. En fonction de la dernière liste électorale qu'on avait dans notre possession, c'était 873 personnes, je me souviens bien. Dans ce cas-là, on va prendre la liste électorale qui va être le plus à jour possible. Pour faire la même calcul, ça devrait tourner dans les mêmes eaux de 868. On va préciser, on va être transparent, on va donner comment le calcul se fait. Il y a un calcul pour les premiers X. Après ça, c'est les premiers 500. Après ça, il y a le nombre qui doit additionner. Ça, on va le faire, on va le donner, mais en fonction de la liste électorale qu'on va avoir dans les prochaines semaines, qu'on devra obtenir avant la tenue du registre. Dernière question, est-ce que c'est normal d'avoir juste 2 jours pour le registre? C'est ce que la loi prévoit. Oui, même d'habitude, c'est une journée. C'est 2 jours à cause du nombre de. À cause que c'est applicable à l'ancienneté du territoire. Donc, je poursuis avec la présentation du règlement de lotissement. C'est à mentionner que le règlement de lotissement n'est pas sujet aux personnes à la vote depuis la récente modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme depuis 2 ans. Donc, je vais commencer par une mise en contexte des cadres réglementaires. En fait, c'est quoi l'utilité d'un règlement de lotissement? Parce que pour plusieurs, les gens ne savent pas exactement c'est quoi. Pourquoi qu'on l'actualise? Parce qu'on en a déjà un aussi qui date de 2005. En fait, tous nos règlements d'urbanisme datent de 2005. Ensuite, je vais poursuivre avec la structure du règlement, comment on s'y retrouve dans ce règlement. Un règlement qui est un petit peu plus simple que le règlement de zonage. Je vais parler des faits saillants parce qu'on s'est souvent fait dire, suivant la présentation du règlement de zonage, que les gens auraient aimé avoir un avant-après des modifications, sauf qu'on revoyait tellement la structure en entièreté qu'il n'était pas possible nécessairement de faire un avant-après. Donc, je vais illustrer les faits les plus saillants du règlement, les principales modifications qui sont majeures, qui sont
vous allez voir. Ensuite, présentation du processus d'adoption pour ce règlement-ci et on va poursuivre avec les questions et discussions sur les 2 projets de règlement. Puis vous pouvez mentionner là, lorsque vous aurez une question sur quel projet en soi votre question porte. Donc, la mise en contexte et cadre réglementaire. C'est quoi un règlement de lotissement? En fait, c'est un règlement qui permet de contrôler le découpage des lots sur son territoire et de restreindre le lotissement dans certains secteurs. Quand on parle de certains secteurs, on fait référence aux grandes affectations souvent que vous avez entre vos mains sur le plan d'affectation. C'est là que vous allez voir que tout est relié l'un dans l'autre. Donc, comme par exemple, des fois, on a des affectations qui sont à l'extérieur du périmètre urbain. Ben, on va restreindre des fois le lotissement par rapport aux dimensions des terrains dans ces aires d'affectation. Ça permet aussi de régir ou prohiber les voies de circulation. On parle de rues, sentiers ici, d'exiger des conditions à respecter pour l'approbation d'un plan relatif à l'opération cadastrale, par exemple la contribution de parc. Le règlement de lotissement, il permet d'empêcher les propriétaires fonciers de morceler, je veux dire, diviser leur terrain, d'ouvrir des rues et de vendre des lots sans égard aux objectifs d'aménagement. Objectifs d'aménagement, je fais référence au plan d'urbanisme. Donc, dans ce règlement-ci aussi, ça découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le contenu aussi est largement quand même dicté par le schéma d'aménagement, mais plus au niveau du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC. Le document complémentaire du schéma, on retrouve beaucoup de normes qui doivent être reprises directement dans notre règlement de lotissement pour atteindre les objectifs. Donc, pourquoi l'actualiser? Une mise à jour est nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté tout en respectant les normes et les orientations du développement durable. Donc, les principes raisons sont la conformité avec les orientations régionales de la MRC, les adaptations aux enjeux du territoire, une meilleure protection de l'environnement, des cours d'eau, des milieux hydriques, la préservation des risques et sécurité publique, et si on parle des rues en cul-de-sac, des zones de glissement de terrain et talus. Favoriser une meilleure qualité de vie aussi. Structure du règlement. Donc, la structure du règlement, dans le chapitre 1, on va pouvoir retrouver, il y a 5 chapitres. C'est pas un énorme règlement, c'est quand même facile de s'y retrouver. Le chapitre 1, bon, c'est une disposition générale, là, comme n'importe quel autre règlement, le pouvoir, les compétences, l'administration, terminologie, la portée du règlement. Chapitre 2, c'est les conditions préalables. Donc, qu'est-ce qu'on exige dans un plan relatif à une opération cadastrale? Les servitudes d'utilité publique, c'est quand on peut prendre une servitude, quand on l'exige. Ensuite, on a des dispositions relatives à la contribution de fin de pacte. C'est un des points qui est quand même assez important dans ce chapitre-là. On va dire, exemple, comment qu'elle se décline la contribution de fin de parc quand elle est exigée, les exemptions à la contribution de fin de parc. Avant, on n'en avait pas nécessairement dans le règlement de lotissement. Maintenant, on est venu les préciser. Par exemple, je vais donner un exemple tantôt, mais par exemple, vous faites un don à votre enfant, un don liquide, ça s'appelle l'officiel par acte notarié. Vous voudriez pas nécessairement payer une contribution de fin de parc de l'ordre de 10 de la valeur du terrain, ben, on est venu moduler certaines situations, je pourrais dire. Dans ce chapitre-là aussi, on retrouve les règles pour les risques de glissement de terrain ou des terrains en forte pente, puisque dans les hauts talus ou bas de talus, ben, les lotissements ne peuvent pas toujours être faits de la même manière. Puis c'est aussi souvent, le lotissement, c'est la base avant de construire. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y a des zones constructives. Donc, ça aussi, ça a un lien après avec le règlement de zonage. C'est les lotissements qui arrivent en premier. Chapitre 3, c'est dans ce chapitre-là qu'il y a la majorité des normes, des dispositions. Donc, c'est là qu'on gère les dimensions des largeurs, longueurs des rues, des sentiers, des pistes cyclables. C'est quand on en exige des pistes cyclables aussi. Exemple, qu'on est sur une rue, on ouvre une rue collectrice, ben, on va souvent exiger une piste cyclable aussi. Puis on va aller voir en même temps est-ce qu'elle est prévue dans le plan d'urbanisme, dans la planification. Puis on va venir superposer ces documents-là pour voir
est-ce qu'il y a lieu d'exiger une piste cyclable? Parce que une piste cyclable, c'est quand même une infrastructure aussi. Puis les cadastres. Donc, chapitre 3, on va retrouver aussi les normes relatives à la constructibilité des lots, avec les dimensions minimales, l'orientation des lots, la forme des lots, les frontages sur les lots en cul-de-sac, quand il y a des courbes, c'est vraiment très mathématique, les profondeurs de l'eau. Dans certaines situations, il y a des cas particuliers aussi. Donc, on va prescrire dans ce chapitre-là toutes les normes relatives au lot. Comme par exemple, s'il y a un cours d'eau dans le fond d'un terrain, bien, quand il y a un lot qui est touché par un cours d'eau, on va mettre une profondeur plus élevée pour s'assurer de la constructibilité de ce lot-là. Un exemple comme ça. Chapitre 4, c'est les lots dérogatoires, les cas particuliers concernant les modifications agrandissements d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis, parce que la majorité des lots sur notre territoire, maintenant, en changeant de cadre réglementaire, vont devenir non conformes au présent règlement, mais donc vont être protégés par droits acquis d'une certaine manière. On ne veut pas que ça soit figé nécessairement dans le temps. Il y a certaines modifications ou agrandissements qui peuvent être faits à certaines conditions. Donc, c'est dans ce chapitre-ci qu'on retrouve les dispositions. Au même titre que le règlement de zonage aussi, là, on a un chapitre dédié aux usages construction dérogatoire. Chapitre 4, on va préciser ce qui confère à un lot un droit acquis aussi en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est très technique comme vocabulaire, c'est principalement des dispositions qui sont reprises de la loi. Chapitre 5, c'est l'entrée en vigueur. Donc, les faits saillants, quelles sont les principales modifications? Donc, on a des révisions des normes relatives aux superficies et dimensions des lots. On va réviser les modalités quant à la construction de fin de parc, les dispositions qui s'arriment avec le schéma d'aménagement et de développement quant à la prohibition d'ouverture de rue dans certaines zones. Vous savez, on en parle depuis déjà 4 ans de prohiber l'ouverture de rue à l'extérieur des périmètres urbains. Donc, ouverture de rue, on ouvre un cadastre de rue, c'est dans le règlement de lotissement que ça va se retrouver, cette information. Ajouter l'obligation relative à la détermination d'une aire construisible sur le plan projet de lotissement. Ça va limiter considérablement les dérogations de NER lors des constructions. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. C'est un nouveau concept qu'on a intégré dans le règlement de lotissement. Donc, ça va vous parler un petit peu plus. Les faits saillants, je vais vous donner des exemples qui ont été vraiment, qui sont du concret, des extraits du règlement. Il y en a 5 ou 6 exemples. Donc, par exemple, à l'article 3.1.6, le tracé de rue en fonction de la topographie. Maintenant, il n'y a aucune rue ou voie de circulation qui peut être construite où la topographie des pentes des terrains présente une inclinaison égale ou supérieure à 30 %. Dans les cas des ouvertures de rue où que les pentes varient entre 15 et 30, bien, le tracé va devoir être rectiligne en évitant en empruntant les courbes naturelles. Exemple 2, préservation d'une aire construisible. Ça, c'est ce que je vous parlais. Donc, tous les lots projetés doivent comporter une aire construisible dont la superficie est au moins de 1000 m² pour un lot qui est desservi. Quand je dis desservi, parenthèse, c'est un lot qui est... non, 1000 m², c'est souvent pour un lot non desservi. Non desservi, on fait référence qui n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc et ni d'égouts. Donc, c'est majoritairement les lots qu'on a présentement. Ou de 500 m² pour un lot partiellement ou totalement desservi. Ça, ce n'est pas les normes de lotissement, c'est juste une préservation d'une aire construisible qu'on va exiger qu'il soit représenté sur le plan de lotissement. Donc, je poursuis. À laquelle la marge de recul prévue à la grille de spécification du règlement de zonage, toutes les distances de dégagement requises en matière de protection de l'environnement ainsi que les zones de contraintes naturelles et anthropiques qui sont exclues. L'aire construisible doit être représentée sous la forme d'un quadrilatère convexe au plan projet de lotissement et les angles intérieurs du quadrilatère doivent être d'au moins 60 degrés. Donc, exemple, on a un lot de 4000 m². J'ai un cours d'eau, j'ai une bande de protection riveraine, j'ai une zone de glissement de terrain, donc c'est toutes les contraintes. J'ai ma marge de recul avant qui est imposée à ma grille de spécification règlement de zonage, ma marge de recul latérale. Donc, dans ça, qu'est-ce qui me reste comme espace construisible?
Ici, je suis capable de rentrer mon polygone de 1000 mètres carrés parce que c'est un lot qui est non desservi. Donc, c'est une des dispositions qu'on va avoir dans le règlement de lotissement qui va nous assurer de ne plus avoir nécessairement de dérogation de l'heure parce qu'on va s'assurer qu'il y a une zone construisible qui évite toutes les contraintes. Avant, on n'avait pas cette disposition-là nécessairement. On faisait juste référence au cours d'eau. Il ne fallait pas qu'on empiète dans le cours d'eau. Puis, on pouvait coller techniquement avant, c'était juste un rectangle aussi ou un carré. Donc, c'était difficile des fois de jouer avec la forme quand un lot pouvait être construisible sans que ça soit nécessairement un carré ou un rectangle. Puis, on collait ça sur la ligne de l'eau. Mais clairement, ce n'est pas réaliste parce qu'on a quand même une marge de recul à respecter par le règlement de zonage. Donc, on est vraiment venu préciser cette notion. Exemple 3, l'article 3.13, particulier applicable à un lot enclavé situé dans le périmètre d'urbanisation. Donc, une opération cadastrale visant à désenclaver un lot n'est pas obligée de rendre ce lot conforme à la largeur minimale de la façade indiquée au présent règlement tel que présenté à la figure ci-dessous. Toutefois, la largeur de la façade du lot ne peut être inférieure à 15 mètres. On est venu offrir une certaine flexibilité dans le périmètre urbain pour des lots qui sont des fois enclavés, mais qui peuvent être construits, qui sont suffisamment grands. Puis, donc, il y a quand même une démarche qui doit être faite. L'exemple, on commence avec ici. En fait, on a un lot enclavé avec deux lots qui sont conformes, qui ont leur frontage conforme, leur superficie qui est conforme. Même sont plus grands que ce qui est conforme. Sont plus grands qu'exemple, le règlement qui prescrit comme superficie minimum. Donc, on pourrait désenclaver le lot à l'arrière en ce que les deux parties des lots conformes donnent une partie de leur frontage. Oui, il y a certains lots enclavés dans le périmètre urbain. Donc, il pourrait donner, il faut juste que les deux lots restent quand même conformes par leur frontage et leur superficie au règlement de lotissement. Mais il pourrait donner un frontage au lot désenclavé pour que lui, il fusionne ces deux parties et qu'il puisse créer son allée d'accès pour aller se construire plus haut. C'est une certaine façon de rentabiliser un peu notre périmètre urbain pour arriver à l'objectif de consolider notre périmètre urbain avec des terrains des fois qui ne sont pas nécessairement faciles d'accès. Ouais. Ensuite, exemple 4. Bon, ça, c'est le tableau qui est repris du règlement de lotissement concernant les dimensions et superficie minimale d'un lot situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Et juste vite, je vais vous montrer si c'est à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le tableau se décline avec le fait, encore d'un jeu de colonnes de lignes. Est-ce que ce tableau-là est repris principalement du schéma d'aménagement? Donc, un lot desservi, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un lot qui est, quand on dit desservi, ça veut dire qu'il est desservi par un réseau d'aqueducs et d'égouts, ce qu'on n'a pas du tout en ce moment sur notre territoire parce qu'on a juste quelques résidences qui sont desservies par un réseau d'égouts. Donc, l'eau partiellement desservie, c'est quand c'est un des deux, donc soit égout ou soit aqueduc. Et non desservi, c'est la majorité des terrains qu'on a sur notre territoire, donc installation septique et puits. Ensuite, on a la notion si le lot est situé à l'extérieur d'un corridor riverain ou à l'intérieur d'un corridor riverain. À l'intérieur d'un corridor riverain, il y a quand même une grosse nuance, là, parce que le corridor riverain, c'est quand un lot est situé dans le 300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Donc, il y a quand même plusieurs terrains qui vont être affectés par cette norme-là, puisqu'on a beaucoup de cours d'eau sur le territoire de la municipalité. Donc, aussitôt qu'on trace une espèce de bande invisible, une mesure invisible à partir du cours d'eau, 300 mètres, est-ce que le lot est dans ce 300 mètres-là invisible? Si oui, bon, il faut appliquer le lot situé à l'intérieur d'un corridor riverain. Après, est-ce qu'il est non desservi? Tu sais, dans la majorité des cas, si on continue à développer avec des lots non desservis, ça veut dire septique et puits, qui est près d'un cours d'eau, dans moins de 300 mètres, on se retrouve avec des lots d'un minimum qui doit être de 3700 mètres carrés, avec une largeur de 45 mètres, comme on a présentement dans le règlement, profondeur de 75 mètres. La profondeur qui est aussi perpendiculairement au cours d'eau. Ça nous assure d'une aire encore là construisible par rapport à la bande de protection riveraine d'un lot.
Les dimensions et superficies d'un lot situé à l'extérieur du périmètre urbain. Bon, ça, c'est le petit tableau qu'on a. C'est une norme qui est générale, mais à ça, il y a beaucoup de majorations prévues dans le règlement. Par exemple, un lot qui est adjacent à un corridor routier problématique, comme on l'a mentionné dans le plan d'urbanisme, il y a une carte pour les corridors routiers problématiques. Donc, il faut regarder dans le plan d'urbanisme, c'est quoi le corridor routier? Est-ce qu'il est adjacent à un corridor routier? Si oui, bien là, il y a des majorations de normes qui vont être faites. On parle, je pense, de 100 mètres de profondeur d'un lot. Ensuite, la section routière générant des nuisances sonores pour l'occupation du sol à proximité. Je pense que c'est la 307. L'eau contribue à un lac, au dos milieu humide, comme je l'ai dit. Un lot, c'est dans une zone rurale, même il y a forestière aussi. Zone rurale, forestière, on pense encore aux grandes affectations que vous avez entre vos mains, qui se retrouvent dans le plan d'urbanisme et dans le règlement de zonage. L'eau située spécifiquement à l'intérieur des aires d'affectation touristique Veximont Cascade aussi, il y a des dispositions particulières pour ces périodes, ces zones-là. Dernier exemple, la modulation de la règle de calcul relative à la contribution de fin de parc. La principale modification, c'est qu'avant toute l'opération de lotissement, il y avait une contribution de fin de parc, soit en argent ou en terrain. Quand c'était en argent, c'était 10 de la valeur du terrain. Aussitôt qu'on divisait notre terrain en deux, on évalue le site au complet, combien que ça vaut, 10 contribution de fin de parc qui s'en va dans le fond de parc de la municipalité, soit pour faire des cyclables ou créer des parcs, aménager des parcs. Maintenant, on a modulé un petit peu. On s'est dit, bon, quand il n'y a pas d'ouverture de rue, pas de création de prolongement de rue, qu'on crée moins de 3 lots, bien là, on ne va pas, oui, il va concevoir une contribution de fin de parc, mais la contribution ne sera pas faite par un évaluateur agréé. En plus, l'évaluateur était aux frais du propriétaire. Donc, ça ne sera pas un évaluateur agréé, ça va être fait selon la valeur du rôle d'évaluation. 10 du rôle d'évaluation. Donc, ça fait le tour pour les principales. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller lire le règlement de lotissement. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de l'ancien règlement. C'est des concepts qui se répètent dans tous les règlements de lotissement de municipalité, puis qui sont en conformité avec le schéma d'aménagement. Merci. Donc, on est rendu aujourd'hui, comme on le mentionnait tantôt, il y a eu l'adoption des projets de règlement le 12 novembre. Il y a eu l'avis de motion, l'effet de gel qui s'est fait à la séance du 10 décembre. Il y a l'Assemblée publique aujourd'hui, le 7 janvier, concernant ce règlement-ci. L'adoption des règlements avec ou sans changement suivant les commentaires se ferait le 21 janvier. Et il y aurait l'entrée en vigueur qui serait probablement, on estime, autour de début mars. Donc, ça serait l'heure des questions, commentaires concernant ces deux règlements-ci. Juste à vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour poser votre question, pour qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît. Oui, hello. Bonjour. Qui en a-t-elle? On est parti, là? C'est pas très fort, là. Le droit, on ne entend pas très fort. Excusez. Qui en a-t-elle, quartier 1? OK. Ben, merci pour la présentation, puis merci pour tout l'ouvrage que vous avez mis sur. Ça fait vraiment longtemps que la ville de la municipalité travaille. Moi, ma première question, c'est sur la concordance entre le schéma et le plan d'urbanisme. En parlant avec la MRC, en parlant avec Nathalie, en parlant avec le DG, puis je me suis fait dire qu'on n'était pas conforme. La municipalité n'était pas conforme avec le schéma d'aménagement, qu'il y avait des choses à changer dans le plan d'urbanisme. Un exemple, la zone du Mont-Cascade, qui est la zone exclusive, et dans nos règlements, puis dans
le plan d'urbanisme, la construction unifamiliale est permis. Dans le schéma, il n'y a rien qui est permis, sauf les activités récréatives. Est-ce que ça va être changé et est-ce que ça va être en ligne avec le schéma? J'ai bien pris connaissance de votre courriel, puis on a fait des modifications conséquentes. Puis depuis, on a envoyé aussi à la MRC les projets de règlement. On a reçu leur avis préliminaire aussi. C'est comme un avis préliminaire pour être sûr qu'on adopte nos règlements en conformité avant qu'ils nous envoient l'avis officiel. Puis on a eu quelques petits points de détail. On est en train de faire les modifications en conséquence. Ça comportait une page sur tous nos règlements, donc on n'est quand même pas dans le champ que ça. Mais oui, tous vos commentaires qui ont été reçus, on les a évalués. Puis aussi, je me rappelle d'avoir modifié certaines choses dans le lotissement concernant la zone touristique. OK, merci. Mon autre commentaire, c'est que surtout pour la zone du Mont-Cascade, okay, c'est très mélangeant quand on prend le schéma, on prend le plan d'urbanisme et que les zones ne s'appellent pas la même chose. Okay? Puis au Mont-Cascade, dans le schéma, il y a 3 zones. Si on exclut la zone récréative là, qui est en haut de Mont-Nord, okay? Dans le plan d'urbanisme, il y a 2 zones. Puis il y a la zone mixte, je me rappelle, c'est quoi la zone mixte? Okay? En fin de compte, c'est 2 zones qui sont très distinctes dans le schéma. Okay? Puis la distinction. Intensive, extensive. Puis dans le plan d'urbanisme, la particularité de ces 2 zones-là ne ressort pas du tout quand on le lit. Okay? Puis pour le monde qui reste au Mont-Cascade, c'est primordial que le monde comprenne c'est quoi ces 2 zones-là. Okay? Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces zones-là s'ils décident de développer au Mont-Cascade. Fait que ça serait peut-être une bonne chose après, okay, de réaligner peut-être juste le texte pour démontrer au monde okay, qu'est-ce qui va arriver au Mont-Cascade si jamais c'est développé. Okay. Puis il y a des particularités aussi de la zone exclusive okay, qui est sur le bord de la rivière. Dans le schéma d'aménagement, la MRC a augmenté la distance qui est préservée de conservation avec la rivière à 25 mètres au lieu de 15 mètres. Ça, je ne l'ai pas lu à nulle part dans les règlements. Je ne l'ai pas lu du tout. Ça serait important que ça soit mentionné que sur le bord de la rivière, c'est de la protection, c'est 25 mètres, c'est pas. L'autre chose aussi, c'est que le conseil n'a pas bien le choix de se mettre en concordance avec le schéma d'aménagement, mais il y a le choix d'être plus sévère que le schéma d'aménagement, s'il désire. Okay? La ville, la municipalité pourrait décider okay, d'être plus sévère dans certaines zones que ce que le schéma dit. Puis, je pense qu'il y a des places que la ville devrait considérer d'être plus sévère. Puis le seul commentaire qui est négatif, puis ça n'a rien à faire avec l'urbanisme, tout le kit, c'est le fameux droit acquis qui était donné pour les projets, okay, nuit complètement au document. Parce que tout ce qu'il y a dans ce document-là, okay, il y a toujours la note en bas de page, oui, sauf pour les projets qui ont été. Et il y en a 13 projets, ça serait peut-être une bonne chose. Les identifier et démontrer au monde ce qui sont ces projets-là. C'est quoi? C'est 3700 résidences, si ça se produit. OK? Puis il n'y a rien dans ces projets-là qui sont dans la zone urbaine. C'est complètement à l'encontre de ce que le gouvernement nous dit de faire. Okay? Fait il faudrait que le conseil dise on va, je ne sais pas si on va éliminer ce droit acquis-là ou on va le gérer. Moi, je ne comprends pas qu'en 2025, il y a ces 13 projets-là qui n'ont même pas été déposés à la ville et qui ont encore un droit. C'est un droit acquis à vie qu'ils ont eu. Puis dans l'autre règlement de lotissement, okay,
j'ai de la misère, les fameux projets intégrés, j'ai de la misère à m'expliquer c'est quoi un projet intégré. Puis, il y a presque pas de restriction dans le règlement des projets intégrés. Puis, est-ce que j'ai raison de dire que si j'appartiens 200 ans, et je décide de faire un projet intégré, je le tire, je bâtis, je fais une voie d'accès au lieu de faire un chemin. Dans le règlement intégré, il n'y a aucune distance minimale, il n'y a rien. Fait que je peux faire une voie d'accès de 2 km de long. Okay? Ça devient, c'est les propriétaires du projet qui vont payer pour le chemin et qui vont payer pour l'entretenir. Okay? Dans mon expérience, c'est qu'on est en train de faire des chemins privés. En fait, la raison pourquoi le projet intégré n'avait pas nécessairement toutes les dispositions dans le lotissement, mais c'est parce qu'un projet intégré part à la base de plusieurs bâtiments sur le même terrain. Donc, on ne veut pas faire du lotissement déguisé comme il se faisait avant avec 2 maisons avec un chemin de 2 km. On veut vraiment faire un projet où est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont regroupés et qui sont organisés spatialement. Donc, on a un chapitre dans le règlement de zonage qui porte précisément sur les projets intégrés. Ça va être aussi assujetti au PIA. Puis le lotissement, c'est la finalité. Donc, avant tout, c'est les bâtiments et non le lotissement qui est mis de l'avant dans le projet intégré. Mais il n'y a pas de dimension de mentionner dans le règlement pour le lot. C'est mon lot. Okay? Il n'y a pas de nombre de bâtiments qui va être permis. Je peux aller jusqu'à 200 bâtiments. Mais le nombre de bâtiments, techniquement, c'est pas ça va être déterminé par la place constructive. Donc, tous les autres éléments du règlement de zonage, exemple, il faut respecter la superficie de déboisement, il faut respecter les marges de recul, il y a des distances entre chaque bâtiment. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance combien de bâtiments qu'il va y avoir. C'est vraiment un exercice qui se fait avec le terrain. Donc, là, le terrain va être examiné en fonction de toutes les couches réglementaires qui s'appliquent. Donc, OK, je dois garder, je peux juste avoir 30 de déboisé. Donc, j'ai 30 pour développer. Dans ce 30 %-là, tout dépendamment quel type de bâtiment est autorisé à la grille de zonage, on va déterminer combien de bâtiments qu'on veut faire. C'est sûr que, par exemple, on veut faire des duplex ou des unifamiliales versus des quadruplex, ça n'a pas la même dimension. Donc, tous ces éléments-là vont s'articuler en fonction du projet parce qu'il y a aussi l'organisation spatiale, des accès, des stationnements. Donc, tous ces éléments-là vont être particuliers pour chacun des projets. En plus du PIA qui est super très exigeant en termes de développement durable, d'environnement, de qualité architecturale et tout. Donc, on a aussi des dispositions normatives concernant les allées véhiculaires privées. Donc, les allées véhiculaires privées fait office un peu des rues qui vont dans le fond, desservir ces bâtiments-là à l'intérieur d'un même lot. Donc, oui, effectivement, c'est des rues qui vont être d'entretien privé. Donc, ils vont faire aussi leur propre gestion des déchets. Mais non, autrefois, ce qu'on voyait, c'était un peu un lotissement déguisé. Donc, quand on ne pouvait pas ouvrir une nouvelle rue, on faisait un lotissement déguisé. On faisait juste subdiviser, faire un cadastre de rue privée, si on veut, mais on ne pensait pas au bâtiment puis à toute la protection de l'environnement. Donc là, on révise vraiment la façon de voir ça, puis on commence avec les bâtiments, les dispositions normatives, puis par la suite, on va venir là-dessus. L'implantation des bâtiments. OK. Je trouve juste ça curieux que dans le règlement, il n'y a aucune restriction. Comme il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas dire quelqu'un. C'est vraiment avec les règlements de zonage qu'on va avoir toutes les définitions, les balises d'aménagement. Non, Juste comme un exemple. Là, si je fais une allée, il n'y a rien dans le règlement qui me dit est-ce que je dois le bâtir avec les mêmes normes que une route municipalisée ou est-ce que l'allée. C'est dans le zonage qu'on va avoir tous ces éléments-là pour la c'est l'aménagement de la route. Il n'y a plus de cadastre, là, dans le fond. Le seul cadastre, parce que le règlement de lotissement, c'est pour gérer un cadastre. Le cadastre qui va résulter de la fin des bâtiments, soit à la fin que les bâtiments vont être construits, c'est vraiment de juste venir délimiter une partie privative qu'on va gérer par acte de copropriété. C'est
vraiment une analyse qui est faite de manière maintenant qualitative sur le projet en fonction du règlement de PIA et le règlement de zonage pour s'assurer d'avoir le meilleur projet concernant les inclinaisons, l'ensoleillement, les positions des bâtiments, tout ça. Vous allez voir qu'un règlement de PIA va être déposé en version projet début, probablement en février, pour qu'il rentre en même temps en vigueur que le règlement de zonage, parce qu'il y a des discussions communes qui sont interliées, justement, c'est ça. On ne veut pas rendre moins applicable un règlement avec l'autre, mais vous allez voir, les critères sont extrêmement sévères. On va exiger des documents aussi. Souvent, on a la question sur l'approvisionnement en eau, le réseau de. Tous ces éléments-là, c'est des études qu'on exige qui vont devoir être soumises avec le projet d'ensemble. Donc, ça sera vraiment des projets qui misent d'abord sur la qualité. Puis, ma dernière question, dans la zone urbaine, okay, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder la zone urbaine et qui va déterminer s'il y a des changements d'affectation de zonage qui devraient être faits pour protéger, exemple, des activités comme une ferme, une école équestre? On veut pas, je pense pas que la municipalité veut les fermer, puis les bâtir, les lotir. En zone urbaine, la municipalité a le pouvoir de dire, nous, on va changer une petite partie de zonage, on va mettre une nouvelle affectation, pas créer une nouvelle affectation, mais se servir d'une affectation du schéma. Pour la ville l'a déjà fait, au Mont-Cascade, ils ont changé une zone rurale pour la mettre récréative. Puis, vous pouvez faire la même chose ici. Ça serait peut-être un bon exercice de faire l'équipe et de dire l'ensemble de la zone urbaine, c'est bien de valeur, mais on l'a bâti au complet, puis c'est juste ça qui va avoir ça. C'est pas ça que ça veut dire, l'urbanisation. Tout simplement ça. C'est pas très clair, votre question. Si vous pensez que zone urbaine rime avec bâti au complet, non, vraiment pas. Puis je pense que c'est vraiment loin de ça que la classification prévoit actuellement. C'est sûr que s'il y a une affectation qui est prévue par le schéma comme rural, on ne peut pas la mettre récréative tant et si longtemps qu'il n'y a pas une modification du schéma qui est fait. Puis nous, par concordance, il va falloir modifier notre plan d'urbanisme. On peut aller voir au niveau du zonage, pouvoir permettre certains usages, mais d'emblée, il faut qu'on soit conforme au schéma d'aménagement et aux fonctions qui sont permises. Là, vous dites qu'à l'intérieur il y a un mécanisme à MRC qui permet à une municipalité de demander un changement d'affectation pour une zone. Vous en êtes servi de 3 ans. Oui, c'est possible de demander à la MRC d'effectuer un changement, mais il faut faire le changement du schéma d'aménagement et par la suite, par concordance, il faut faire le changement du plan d'urbanisme et par la suite du plan de zonage. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça prend environ 2 ans, il faut avoir des motivations. Mais là, moi, de mon côté, je ne comprenais pas ce que vous voulez dire par des endroits équestres. Il y a beaucoup de personnes là, qui pensent que la zone urbaine, ça va devenir la ville de Gatineau. C'est pour ça qu'il y a un découpage. On a des affectations, exemple, dans la zone urbaine, dans le périmètre urbain, on a plusieurs affectations. Oui, il y en a qui ont un type de densité un petit peu plus élevé en fonction des pôles qu'on a mentionnés tantôt. Donc, il y a une structure, il y a un concept d'organisation spatiale. C'est pour ça qu'il y a des affectations. Des fois, qu'il y a une concentration plus rouge parce qu'il y a un hub, là, à cet endroit-là, il y a un noyau. Mais c'est sûr que nous, après, avec ces affectations-là, on découpe des zones. Dans ce bâton-là rouge, il pourrait y avoir des différentes zones. Exemple, il pourrait en avoir jusqu'à 3, 4, 5, je ne sais pas combien ça dépend. Nous, on y va en fonction des milieux habités, on regarde un peu les composants du territoire, à quoi ça ressemble le territoire à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Puis là, c'est là qu'on va découper des zones avec des numéros, même si on a la même affectation, pour permettre dans la grille de zonage un certain type de développement, pas pareil comme l'autre, même si on a la même affectation. C'est comme ça, des fois, qu'on va venir gérer le développement qui ne se passe pas de manière brutale ou tout d'un coup dans les affectations. Une zone pourrait permettre du familial, l'autre zone va pouvoir permettre du bifamilial ou trifamilial, même si on a la même affectation avec la même type de densité technique.
Oui, après, on peut venir jouer en réglant le zonage, en modifiant ces grilles de spécification-là, en ajoutant, exemple, bifamilial, trifamilial avec le temps. Oui. Je voulais juste complémenter sur M. Nantel sur la question, l'avant-dernière question, qui parlait des projets intégrés pour les allées d'accès. Dans les règlements de lotissement, on ne veut pas de pente plus que 30 %. Sur les allées d'accès, est-ce qu'on va faire les mêmes critères? Pour les allées véhiculaires privées, tous les détails sont prévus dans le règlement de zonage. Puis toutes les dispositions de sécurité en termes d'inclinaison aussi sont appliquées. Chapitre 18, zonage. Bonsoir, Alexandre Kahn, secteur VG. D'abord, merci pour tout votre travail que vous avez fait dans les derniers mois. Si je comprends bien, comme le point central des nouveaux règlements, c'est de limiter l'étalement urbain et densifier une région dans notre municipalité, le périmètre urbain. Moi, je suis d'accord avec ce concept si Kentley était le seul pôle de population au Québec. Mais Kentley n'habite pas en isolation avec le reste du Québec et surtout pas les régions urbaines de Ottawa-Gatineau. Donc, moi, je suis d'accord avec le concept de limiter l'étalement urbain, mais j'ai vraiment de la misère à comprendre comment est-ce qu'on peut vouloir densifier Kentley pour limiter l'étalement urbain quand raser la forêt dans Kentley et densifier Kentley, c'est l'étalement urbain de la région métropole de Ottawa-Gatineau. Ça, c'est comme un peu ma question. Surtout que les nouvelles orientations du gouvernement en matière d'aménagement du territoire classifient la MRC des Collines dans le groupe A. Et d'après ma compréhension, dit que on doit développer notre territoire clairement en prenant compte du fait qu'on est dans la sphère d'influence de Gatineau et que ces particularités peuvent influencer et même modifier les seuils de densification émis par le gouvernement. Ma question est, comment est-ce qu'on prend en compte le fait que densifier Kentley va avoir des gros impacts sur la région au complet en termes pas juste, mais aussi, surtout du trafic pour les résidents ici qui travaillent dans la région urbaine. Non, mais en fait, j'essaie de saisir la question de manière un peu plus simple. Est-ce que votre question, c'est quoi les impacts de la densification? Non, mais je sais c'est quoi les impacts. C'est une diminution de la qualité de vie des résidents. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on commence par, on veut densifier pour limiter l'étalement urbain quand le contraire est le résultat? Donc, premièrement, ce n'est pas nous, la municipalité, qui souhaite juste densifier puis enrayer l'étalement urbain. C'est vraiment des concepts qui viennent du gouvernement. Donc, oui, effectivement, on est dans une sphère d'influence de Gatineau, une métropole qui est très influente, qui a des pôles d'emploi. Mais cela n'empêche pas d'avoir, nous aussi, un centre villageois et des services à l'intérieur de notre municipalité, sans vouloir dire qu'on va devenir Gatineau. Donc, premièrement, c'est des éléments qui sont demandés au niveau du gouvernement. Donc, le schéma d'aménagement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales. Donc, les objectifs de densifier le périmètre urbain et d'arrêter l'étalement urbain, c'est tous des éléments qui sont connus depuis super longtemps, qui sont dans la planification du gouvernement, dans la planification de la MRC et qui découlent dans notre planification ici au niveau municipal, mais aussi en tant qu'urbaniste, des concepts qu'on apprend à l'école qui sont des concepts fondamentaux. Donc, on soit une petite municipalité de 11 000 habitants, c'est important d'avoir un milieu consolidé. Donc, c'est pas vrai que d'aller, exemple, avoir des soins de santé à Gatineau juste avec une clinique de santé, c'est normal de faire 25 minutes de route pour avoir des soins de santé. Donc, nous, on peut quand même avoir ici, à l'échelle de la municipalité, une certaine
densification, une consolidation qui nous permet d'avoir des services de proximité. Donc, oui, d'où ce qui est de vivre et habiter le territoire sans devoir dépendre toujours de Gatineau. Donc, en ce moment, c'est une banlieue de dortoir. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur voiture, partent vers Gatineau-Renier. Donc, en termes de développement durable, de changement climatique, c'est tout l'encontre. Donc, là, on est voué à l'automobile. Puis, on fait ici à l'intérieur de l'administration, on a quelques services qui commencent à émerger, mais pour appuyer leur raison d'être et dire, ben, on veut en avoir plus. Pour exemple, moi, si j'ai mon enfant qui est malade, ben, j'ai juste besoin de faire 5 minutes de voiture. J'ai des services qui sont destinés à la population de quelqu'un autre que des fast-foods, une épicerie et quelques petits dépanneurs. Donc, on veut avoir des gens aussi qui puissent travailler sur le territoire. Donc, on veut avoir des professionnels, des bureaux professionnels, mais tout ça vient effectivement avec une densification, mais c'est une densification douce. On ne parle pas de devenir Gatineau demain matin. Donc, on parle de transformer le territoire pour avoir une certaine centralité, puis qui entre dans les concepts de développement durable, puis de qualité de vie, effectivement. OK, mais on est d'accord que si on densifie Kentley, c'est pas, disons qu'on double ou on triple la population dans 10, 20, 30 ans, c'est logique que la majorité des résidents en plus vont probablement pas travailler à Kentley et vont augmenter le trafic sur la population. Un petit biais, c'est que densifier, ça ne veut pas nécessairement dire avoir plus de gens. Ça veut pouvoir dire aussi une diversité de services. Donc, il ne faut pas nécessairement associer densification avec des tours de personnes qui s'en viennent, mais plutôt avec une mixité des fonctions puis une densification des fonctions. Donc, quand on dit densification des fonctions, ça ne veut pas dire nécessairement des tours d'habitation. Ça peut être d'autres services de proximité, des services artisanaux, ça peut être toutes sortes de fonctions qui ne sont pas nécessairement juste de l'habitation. Ouais. Puis, je renchérirais aussi sur le fait que c'est une vision 2041. Donc, nous, c'est un document de planification des règlements qu'on fait pour l'avenir qui sont règlements de zonage, qui sont flexibles et qui sont modulables. C'est pour ça qu'on a établi certaines balises. Puis il va y avoir une évolution qui va se faire au fil des ans avec ce règlement de zonage-là qui va pouvoir être évolutif. Ces grilles de zonage-là vont pouvoir être modifiées en fonction de comment le développement se passe au fil des années. Là. Donc, peut-être que présentement, c'est une nid bifamiliale qui est prévue dans une zone résidentielle intérieure sur le urbain, puis que là, un jour, dans 5-10 ans, ben, on se rend compte, on est rendu ailleurs, ben, on a un réseau maintenant d'égouts, d'aqueducs. Donc, oui, on peut se permettre d'avoir un commerce, donc on peut se permettre de changer nos grilles, puis de peut-être offrir quelque chose de différent. Ou même, on parle des fois des résidences, c'est ce qu'Alexandra disait, on peut parler aussi des résidences pour les personnes âgées. Quand on parle de densification aussi, on a un concept d'unité d'habitation accessoire parce qu'on sait qu'on n'a pas de réseau d'aqueduc et d'égouts performants pour le moment. Donc, c'est sûr nécessairement que la densification ne sera pas demain, c'est sûr. Non, mais on s'entend qu'aussitôt que les règlements sont passés, les promoteurs vont venir prendre la porte avec leur projet. Après ça, Vraiment, c'est hyper dispendieux faire un réseau d'aqueduc et d'égouts. On va parler des subventions. Il y a plein de programmes qui peuvent être faits à cet effet avec le fonds vert. Il y a le fonds vert, les fins programmes gouvernementaux. Mais la densification, ça va se faire progressivement de manière douce, pas de manière agressive. Puis c'est pour ça qu'en tant que planificateur, on a prévu un découpage aussi au règlement de zonage. Okay, mais ça ne répond pas à la question fondamentale. Le concept de pourquoi permettre, même à goutte d'eau ou dans certains secteurs, de densifier les résidences, parce que c'est maintenant, ça serait permis si ça passe sans aucune planification en coordination avec le fait que nous sommes une banlieue de Gatineau. Et on dit on veut limiter le changement climatique, ça va augmenter le monde dans le trafic sur la 307, ça prend très longtemps à traverser le pont à Lonzo. Si on met plus de résidents et on densifie les secteurs résidentiels, qui est clairement la situation. Il y a plein de documents qui vont être exigés comme étude avant de développer exemple, des gros projets résidentiels ou des nouveaux quartiers. Ça fait partie des documents qu'on exige en voyant sur les permis certificats. C'est une condition d'émission d'un permis.
exemple, les études hydrologiques qu'on exige ou des études de circulation qu'on va exiger en amont, en aval, pour voir tous les impacts qu'il va avoir, ça va être des conditions d'acceptation du projet ou non. Donc, si comme un projet augmente la circulation de 0,5 %, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un à la municipalité va refuser un développement pour ça? Et après ça, c'est 0,5 %, 0,5 %, 1 Juste pour 0,5 vous %. expliquer, chaque projet de développement doit être soumis à un PIA, puis tout est analysé. Ce n'est pas juste ce qui peut être construit qui est analysé, il y a tous les impacts sur la circulation, donc il doit fournir des rapports qui mesurent les impacts de circulation actuelle et future, qui prévoient des mesures de mitigation. Donc, si un projet veut voir le jour, il doit se satisfaire de toutes nos exigences. Oui, on est exigeant, puis oui, on demande beaucoup de documentation en termes de PIA. Je vous dirais que c'est des centaines de milliers de dollars qu'on va demander en documentation de promoteur parce qu'on ne veut pas développer le territoire au détriment de la qualité, dans le sens que nous, ce qui est important, c'est que ça soit de qualité, que ça soit en cohérence avec notre vision d'aménagement. Donc, oui, on met ça, mais ce n'est pas une autoroute directe vers la densité. Au contraire, c'est une route qui est extrêmement ardue pour le promoteur. Puis, si vraiment ce n'est pas possible en termes de circulation, il va falloir qu'ils s'assisent avec le MTQ et qu'eux fassent un partenariat pour voir c'est quoi les options. Est-ce qu'il y a une possibilité d'offrir d'autres trajectoires? Est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir la 307? Mais tout ça, ce n'est pas nous, la municipalité, qui va le décider. Ça va être au gré des projets, selon aussi le gré des promoteurs. Puis, est-ce que le MTQ va vouloir embarquer? Donc, c'est tous des éléments. Mais nous, ce qui est final, en fait, c'est que oui, on a des dispositions normatives qui permettent la densité, mais on a quand même le PIA. Puis si le PIA n'est pas respecté, puis qu'il n'atteint pas les objectifs, le projet ne sera pas accepté non plus. Donc, il faut voir ça comme un filet de sécurité parce que qui est dans le règlement de zonage, ce n'est pas une autoroute vers la réalisation d'un projet, mais loin de là. Au fait, on crée des opportunités, mais ces opportunités-là viennent avec un gage de qualité. Il y a une exigence extrêmement élevée en termes de documentation, puis en termes juste de planification d'un projet. Donc, je vous dirais, un promoteur qui va être capable d'apporter à vous ce projet-là, ça va être un projet de qualité, puis qui va vraiment avoir ça va réagir de façon positive sur la collectivité. On ne peut pas nécessairement rester au statu quo. Je veux dire, vous le voyez là, avec les projets qu'il y a, là, il y a tellement d'ambigu dans notre règlement. Il faut évoluer à un moment donné. On ne peut pas rester. Vous pouvez évoluer dans des façons différentes. On protège plus l'environnement d'une certaine manière dans nos règlements. Je pense qu'on offre des services à la collectivité puis pour que ça soit profitable à tous. Je pense que. En fait, on évolue dans le sens des orientations gouvernementales, dans le sens de la MRC. On évolue dans tout le sens des études urbanistiques, des courants urbanistiques actuels. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les courants qui sont par des grands scientifiques, par des grands urbanistes. Toutes les instances gouvernementales à travers le monde s'entendent sur les mêmes concepts de densification et d'enrayer l'étalement urbain. Donc, on le fait à notre échelle sur un territoire local, mais c'est tous des éléments qui sont repris à l'international, qui sont dans la littérature urbaine. Donc, vous n'êtes pas d'accord que couper la forêt à Quintley, c'est de l'étalement urbain? On ne peut pas couper la forêt, justement, on est encore beaucoup plus sévère sur le déboisement, même qu'on demande des mesures de protection avec des clôtures de protection. Donc, ce qu'on avait avant en termes de protection de la forêt, on est en 3-4 fois plus sévère qu'avant. Donc, je ne peux pas vous dire que vous avez raison parce que ce qu'on prévoit, c'est d'être beaucoup plus sévère, puis on a beaucoup de positions en termes de déboisement. Puis en termes de qualité de projet par le règlement de PIA qui va être adopté. Puis on a aussi des exigences de reboisement assez sévères aussi, puis on a même mis des constats assez salés à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas aborder dans votre sens parce que ce n'est pas la mienne. Oui, le constat de 500 $ pour le Channel River, River était extrêmement salé. Ça, c'est de la réglementation qui datait de 2005, c'est pour ça que c'est important de parler. Vous voyez, non, madame, c'est l'application du règlement qui ne se fait pas. C'est pour ça que quand on change les règlements et on dit que. Je pense qu'on n'est pas ici pour débattre des ouais, non, vous avez raison. On parle de la planification future, puis juste pas c'est clair qu'on n'est vraiment pas d'accord sur la vision. On n'est pas ici pour vous convaincre, on est vraiment ici pour vous expliquer
vous expliquer les fondements des éléments. C'est sûr que nous, on aimerait ça vous convaincre, mais vous avez droit à votre application. La 307 est complète pour avoir Ouais, plus de c'est ça. récipients. La 307 n'est pas. Madame, pas il de faut qualité, vous parler votre micro. OK. Moi, je vais partir, mais je veux juste finir par dire mon problème. Je trouve que c'est peut-être des bons règlements dans le cas par cas, mais c'est des règlements créés sans aucune vraie vision de qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui habitent ici. Ça c'est le vrai problème. Oui, je suis d'accord que le gouvernement a des orientations de densifier les municipalités, mais je trouve qu'on a mis l'emphase sur une orientation, celle qu'on voulait, et on a ignoré beaucoup d'autres orientations. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème de ces nouveaux Je vous règlements. invite à lire le plan d'urbanisme, Je l'ai lu en entier. les thématiques, là, toutes les thématiques qu'Alexandra présentait tantôt avec les 5 thématiques, les 5 orientations, comment ça se décline en moyens de mise en œuvre. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui protègent l'environnement, qui améliorent notre réseau d'infrastructures à la municipalité. Donc, c'est pas des... Mais il n'y a aussi rien qui explique pourquoi on veut densifier autour de la 307 quand la 307 ne veut pas prendre plus de véhicules. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut décider avant de permettre plus de gens d'habiter autour de la 307. Quand on parle de qualité de vie, comme c'était dans votre présentation, c'est pas la qualité de vie de passer plus de temps dans le trafic. Je comprends pas. Alors, peut-être que si le provincial veut élargir sur une autre autoroute, pour désengorger le trafic, un autre pont, OK, mais pas permettre la densification avant que ces problèmes deviennent pires. Merci. Je vous laisse la place. Hello, I'm sorry, I don't speak French, so do you speak English? Okay. I looked at your diagram here and I noticed it doesn't take into account any topography. And your 100-foot pipe, Which diagram are you looking at? the only one they handed out. Okay. If you want an example of didn't take into You can account get of topography. Sorry, can you hear me now? Yeah. Yes. It's like a slider commercial. Down at the bottom, you have a big square. You say it's going to be mixed local use. No. That big square is a landslide zone and you can't build on it. So you guys obviously didn't look at the landslide chart to see where you can and can't build. Secondly, I noticed that you're wanting to build multi-dwelling subdivisions and on rock. Like, you didn't take into account the topography at all. Just to remind you, this is the affectation of the soil. This is planned by the MRC. So we just take the MRC, what she's planned, and we add it to our plan because But usually your we plan to put a house every 100 plus, you should take into account the topography. okay, the topography is count when people will want to build. It's not count at this Needs to count. scale of planification. So actually, if someone wants to build inside a lot where they have a landslide, they will have some document to submit in regard to be able to build. But at this point here, it's not topography we count for, it's from the MRC, and we take that and we put it in a zoning plan. And if someone wants to build something that is authorized to this zone, they need to be in compliance to all the restriction to the zone. So example, if they have landslide, they will need to do a report from an engineer and make sure that it's possible to build over there. But at this point, this is the urban plan. So it's not at the scale of planification, it's more like a big scale. You should make a plan to do multi-use. This landslide is zone. this is what is request from the law. So this is what is request from the law, and we do what is request from the law, and we have other documentation that we can go deeper and more in details, but this is not the document that we can do that. The next thing I noticed is your plan is to do quarter acre or 100 foot by 100 foot, 30 by 30. This is all
You mean the size of the lot? Yeah, so This can I is all, finish my? but just to make, to. So are you aware of the engineering report for Cantley and Belmont that was done by the province of Quebec on minimum size of lot that can be built in this terrain because of the type of soil we have? And the answer is 1.25 acres, nothing smaller. You should look up that report. If you're going to make a zoning plan, you need to do your. Yeah. It was done around. And they came in, engineers came in and tested the soil to see how a lot could handle a well and a septic, and I know one of the engineers. Would you be able to share the report because? It's in French and I don't know what it's French name, but I might be able to find one of the engineers. Because I find one in 2013, but it's really vague. And if you have something more like. I don't have a copy of the report, but I knew one of the engineers and he told me Si en fait que selon l'étude qu'il faudrait construire sur 1,2 ans minimum pour s'assurer qu'il n'y ait pas de limitaire. Dans certaines zones, I can explain one of the reasons why. Just to let you know, all the size lot is from the MRC in the commentary of the Schéma d'aménagement. And when it's regarding the landslide, this is I'm provincial. not talking landslide, I'm talking the ability of the land to handle a well and a septic tank. And they said that the minimum lot size in Cantley is 1.25 acres, also the same in Belmont. And I believe in Chelsea, the minimum lot size is 2 acres because of the type of soil they have. So it's because when you take water and you flush the toilet, it has to be able to clean. Each lot needs, has its own. No, report. this is a standard. No, they need to have their own report because they can use different technology. And depending on the technology you use, you don't need the same space as other technology. And depending the type of soil you have, you can have clay, you can have sand, depending where you're located, but it's not merged to the Water land is all pretty well gravel, right? But sir, they have professional who made the report, so it's not up Engineers to, made the report. like, the size of the lot need to be, in compliance to the MRC, and after that, in our, It also needs to comply with the Ministry of Environment. No. The way it works is, the way it works for septic tank is every time they issue a permit, whoever's building has to submit an engineering solution. And the engineering solution could be for half an acre. It doesn't, it's all, if you put a. Okay, so what's the minimum for a well and a septic tank distance? It depends. No, It depends. 30 meters. No, I have one at home and It's less than 30 no, meters? yeah, it's 10 meters. Because of the system I Don't have. drink your water. When water is 50. That's the problem, that's the problem with the 100 foot is that it's really difficult to put a septic in a well on the 100-foot line. Sir, we're gonna let other people ask questions. Thank you for your time. I think the study you're talking about is dates from 2005. I believe so. A lot of stuff has changed in 20 years, sir. There's better technology, but we're not here to argue semantics. The government is dictating what the minimal size of a lot is now. So basically what you're telling us, it doesn't matter what we say. We're getting 100-foot lots whether we like it or not. What the minimal requirement is being imposed on us, so that aspect we won't be able to change. So if people are going on February 11th and 12th to decide based on that, we're going to come back with the same amount of lot after. So be aware of that. Je vais traduire pour les gens. Les lots minimales sont imposés par le gouvernement provincial et la MRC qui nous a imposé le schéma.
si vous signez le registre basé juste sur la grosseur des lots, sachez qu'on va être obligé de revenir avec la même minimale parce que c'est une imposition. Fait que, basez pas votre opinion juste sur ce sujet-là. C'est les gens qui ont fait le schéma d'aménagement, les schémas d'aménagement qui se basent sur les études qui ont été faites par des professionnels, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, il y a des études de spécialistes qui ont été faites avant de fixer un nombre prévu dans un document tout le temps d'ampleur, et même dans les orientations gouvernementales. Et même, on envoie des documents faits par le ministère du gouvernement, des documents relatifs au lotissement ou que les MRC reprennent. C'est pas fait comme ça dans les airs, c'est fait par des professionnels. Bonjour, Marc Villeneuve. Moi, j'ai un petit peu une question. J'aimerais savoir votre avis sur les futurs bassins. Parce que si on parle de densification de résidence, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes comme les deux on va mentionner au niveau septique. Ça veut dire qu'on va s'en venir recommander des bassins. On a un bassin, je pense que ça ne va pas trop bien. C'est pas votre opinion, on s'en va où avec ça? Non, effectivement, on a un bassin qui est limité, on a de l'espace qui est limité. Il va falloir absolument, nous, on a mis justement dans le plan d'urbanisme un moyen de mise en œuvre dans la planification, justement, qui parle de traitement des eaux usées. Puis, il va falloir se doter d'un plan d'action pour y arriver avec plus de détails, des études, des identifications de sites qui seraient appropriées aussi. Fait qu'on n'en est qu'à un stade embryonnaire. Puis, ça fait partie de la planification qui va devoir être faite. Puis, de toute manière, tant longtemps qu'on n'a pas ces réseaux-là, c'est que la densification ne va pas se faire de manière exponentielle comme qui est prévu dans les documents pour le moment. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que les promoteurs vont faire? C'est qu'ils vont faire un règlement d'emprunt à la ville. Donc, ça ne peut pas être privé, il faut absolument que ça soit public pour qu'on considère qu'on voyait l'eau desservie, ou partiellement desservie. C'est marqué une mention là, dans le tableau qui dit que ça doit un réseau privé, c'est marqué dans le schéma aussi d'aménagement. Un réseau privé d'égout ne peut pas être considéré comme faisant partie, on va utiliser les normes de partiellement desservi ou totalement desservi pour vraiment que ce soit de nature publique. Ça pourrait être de nature privée et ensuite transféré public. C'est ça qui nous rend le public, c'est nous qui payons. Il y a un mécanisme qui peut être fait sur les redevances en fonction du promoteur. Ça, c'est un règlement qui va venir éventuellement. C'est le règlement sur les redevances au développement. Donc, c'est nouveau depuis 2016. La loi sur l'aménagement urbanisme prévoit ça. C'est un très gros partenariat qui est fait par majoritairement le promoteur qui nous cède ces infrastructures-là. Qui nous cède nous, les citoyens, de la ligne là-dessus. Ben non, pas nécessairement, parce que c'est lui qui doit assurer. Oui, pour le développement des cas comme le bassin de la fortune qu'on a présentement. L'entretien, peut-être lui faire après, oui. Mais oui, mais ça vient avec le service. C'est ça qui est mon point. L'entretien par la suite. Oui, effectivement, l'entretien par la suite. Oui, c'est ça qu'on ne fait pas, c'est qu'on a des champs septiques, nous ça prend des grandeurs minimales. Mais j'ai de la misère à concevoir le point que M. qui a parlé anglophone avant moi. Je regarde l'Ange Gardien, c'est 3 ans minimum pour construire. Je sors c'est 2 ans. Nous, on va être capable de bâtir sur 0.7 ou 0.25, devant l'année. Critère qu'on va dessus, pourquoi qu'on va si pas? Puis là, tantôt, tu as parlé, c'est la MLC, mais on va arrêter de blâmer les autres. Mais pourquoi qu'on autorise plus bas que nos voisins? Je ne suis pas certaine de savoir. Pourquoi on peut diminuer la grandeur des terrains pour y construire comparativement à nos voisins? Nos voisins ont gardien 3 arbres. Quand le lot est totalement desservi, vous voulez dire, totalement desservi par les eaux d'aqueduc et d'égout? Non, on n'a pas ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que le tableau est fait de manière différente. Oui, c'est ça. Oui, madame, c'est ce que j'en ai, c'est que là, on va être capable de bâtir à 0.7. Or, d'accord? On ne parle pas de moi en encre, c'est difficile pour nous de. Ben, c'est parce que nous, on est habitué en encre, on n'est pas habitué en pied carré en encre. 0.7, ça va 1.4. 14 mètres carrés, plus ou moins. Vous voulez dire 1000 mètres carrés? 1000 mètres carrés, c'est pas 1000 mètres carrés, ça, c'est quand on a un réseau d'aqueduc et d'égout. Oui, ça, on n'a pas. Non, c'est ça. Parfait. Donc, si on n'a pas, c'est quoi le minimum qu'on peut? Moi, j'ai vu dans votre document, c'est 0.7. Ben, vous voyez le tableau qui est à l'écran,
quand on est totalement desservi, c'est réseau d'aqueduc et d'égouts. Fait qu'on est à 1000 mètres carrés. On n'a pas de poisson. Bon, OK. Quand on C'est est long. non desservi, Oui. OK, le 2800, vous voulez dire, 6,7 heures. c'est un minimum, c'est un maximum. Oui, mais c'est le minimum, mais j'espère que Je comprends, c'est ce qu'on essaie d'expliquer depuis le début. mais bon, rien contre. C'est ce que Jean-Charles aussi disait, c'est imposé par la MRC pour rencontrer l'orientation de. Puis je dois t'interrompre. La Chelsea fait partie de la même MRC. Ils ont exactement la même Eux, chose. c'est minimum 2 heures. On va aller le chercher en ligne, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Oui, dans le projet intégré. C'est ça. Dans le projet intégré. Ils ont la zone urbaine, oui, ça. C'est ça, c'est dans leur zone urbaine. C'est comme ça depuis 2 ans que tu le fais. OK, parce que moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a une Chelsea, puis il me disait. Et regardez, on en a aussi des terrains, là, ici, je pense qu'il y en a, je trouve le secteur, mais dans le périmètre urbain, il y a un petit secteur, je pense, sur Pérou, dans ce coin-là. Les terrains sont pratiquement de ça, là, 1200 mètres carrés. On a émis encore l'année passée des permis de construction avec des installations celtiques et des plus savantes. Puis c'est quand même des bonnes maisons. Je vais localiser quand ils vont avoir. Oui, c'est sûr qu'il faut l'espace qui est d'un futur champ, mais Bon, moi aussi, je pense que. C'est. Bonjour, je suis Léo Maisonneuve. D'abord, merci vous deux. Vous faites un bon travail. Je trouve ça malheureux que les élus, il y en manque 4 ce soir. Il vous semblait avoir des jalons, des échéanciers assez serrés. Vous avez hâte d'aller. On sent que ça va vite. Si c'est important pour eux, comme ça l'est pour l'administration, il me semble qu'ils auraient dû être ici pour au moins défendre leur vision. En tout cas, sur le côté positif, je vois des simplifications dans le nouveau système, entre autres des dérogations mineures, je souhaite qu'il y en ait moins, ça va faciliter. En tout cas, pour dire ça, je trouve ça bien malheureux que l'ensemble du conseil n'est pas ici. Puis, il y a une chose que vous avez dit tantôt, moi, je suis ici, je suis en face de la zone, je suis là, le changement des dimensions de terrain, on ne peut rien dire. Puis au début, le son de cloche qu'on avait, puis je ne parle pas de l'administration, on nous disait, si on signe contre une partie du règlement, on signe pour l'ensemble, on s'oppose à l'ensemble. Donc, quel recours qu'on a si la loi ne permet pas d'intervenir sur le lotissement comme tel? J'en ai pas. Si vous me permettez, M. Maisonneuve, je vais parler plus fort, si vous me permettez, j'ai aujourd'hui, mais avec l'aide de Mégane, on a repoussé la demande à la MRC des collines en leur disant sur quel élément vous pouvez se baser sur la norme minimale de terrain. La MRC nous a répondu textuellement que c'était les normes minimales, nous a retrouvé quasiment ce tableau-là. Et j'ai posé la question, moi, à M. Carrière et à Benoît Gauthier, qui est le DG de la MRC, on dit, si on n'est pas d'accord avec ça, si les soins ne sont pas d'accord avec ça, c'est quoi la motivité de modifier ce budget? C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais le règlement de lotissement, comme je l'ai dit, ce n'est pas assujetti par les personnes à la voter. D'accord, mais si on n'est pas d'accord. Ben, c'est ça, je vais juste vous dire, c'est ce qu'on a amené comme solution. On va essayer de la trouver, je vais vous la transmettre. On comprend qu'il y a une insatisfaction, on comprend qu'il y a une réticence. Mais on va poser la question à la machine qui nous impose ça. Eux vont sûrement nous répondre que ça vient de Québec ou je ne sais pas trop où. On va trouver la solution pour vous la transmettre avec l'information de ces gens-là. Ce soir, je comptais moins de 50 personnes qui sont ici. Puis l'incidence du nouveau plan touche la population complète. Je trouve ça, puis je ne blâme pas l'administration, je ne blâme pas les élus, mais ce sont les élus qui sont imputables ici. Le faire le 7 janvier à 6 heures, quand les parents, les enfants viennent de retourner à l'école, je trouve ça malheureux qu'ils ne vont pas. Puis, c'est-tu comme un manque de planification qu'il y a eu? Pourquoi c'est serré comme ça? Mais comme c'est pas l'administration que je pose ça, c'est vraiment aux élus. Alors, moi, j'avais rien à faire avec ça. C'est des dates qui ont été prédéterminées, puis on suit le cours des choses. C'est un peu comme ça. Ouais. Ben, je peux vous dire que les dames ici, quand ils ont donné sur le règlement, on a dû faire remettre des échéanciers parce qu'il n'y avait pas terminé les règlements. Fait que, on a eu des prolongements avec la MRC.
Puis là, on arrive un peu à échéance. Là, et il faut que ça passe en mars. Là. Comme c'est ça, on sent que c'est vite. Oui, parce que les événements ont pris du temps à travailler. La population demandait des services. Ces dames-là ont été obligées de travailler à autre chose. Pendant quelques mois, ben, là, on les a permis de pouvoir se dédier seulement à finir la remontation. C'est pas un projet professionnel du tout. Merci. Joanne Réseau. J'ai une question parce que j'ai cru comprendre que le 11 et le 12 février, ça va être une question de vote. Il va falloir choisir les parties du règlement qu'on veut. C'est ça? Non, c'est que vu que ce n'est pas une modification au règlement, puis que c'est vraiment un règlement, c'est une refonte complète de chaque règlement d'urbanisme, ça se produit un petit peu différemment que ce que vous êtes habitué peut-être de. C'est un peu différent. C'est un peu c'est différent comme processus que quand vous êtes habitué de voir une modification à un règlement d'urbanisme. C'est quand on a des modifications au règlement d'urbanisme, ben, ça touche des fois juste une zone. Donc, c'est la zone qui est contiguë. Donc, c'est une disposition ou deux des fois. Donc, c'est les personnes qui sont directement visées. Sauf que là, puisqu'on a une refonte du règlement en entier, donc de toutes les dispositions du règlement et de toutes les zones du territoire, c'est applicable à la population en entier. Donc, puisque c'est applicable à la population en entier, c'est tout le règlement qui est sujet aux personnes habilitées à voter. Donc, quand on s'oppose à tout le règlement. Ça serait trop difficile sinon de dire on s'oppose à telle disposition pour savoir quelle personne est. Ça finirait plus. OK. Donc, c'est vraiment le mécanisme qui est prévu à la loi quand on fait une refonte complète du règlement. OK. Voilà. Merci. Bonjour, mon nom est Sarah, j'habite proche du camping, je pense que c'est le secteur Pépré. J'ai envoyé un courriel aujourd'hui avec des questions. Puis là, je me demandais, est-ce qu'on devrait répondre maintenant? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde se demande en ce moment. Puis je pense pas que tous les points ont été soulevés. Oui, bien, principalement, je l'ai décrit, les questions. Les questions touchaient principalement la disponibilité en eau potable, la densité, puis l'installation septique, impact sur la circulation. Toutes ces questions-là, je pense que, dans cette densité, ont déjà pas mal été répondues. Aussi, dans certains documents qui sont disponibles sur le site de la municipalité, on a un document qui s'appelle les règles de conformité, puis on a aussi un document sur les bienfaits dans un certain sens, de la densification. OK. Bon, et concernant le sujet sur l'eau potable, les installations septiques, usines d'épuration des eaux, circulation, qu'on voit aussi passer sur les réseaux sociaux. Là. Moi aussi, j'en ai tout abonné, on est résidents de Gantley les deux aussi. Donc, je pense que ça a été traité quand on vous a dit que c'est des documents qu'on va exiger conditionnellement, préalablement à l'approbation d'une demande de permis, exemple de construction pour un commerce ou pour un édifice de logement. Mais c'est toutes des conditions qui vont être. Vous pouvez aller lire, c'est le règlement sur les conditions d'émission de permis, les conditions d'émission de permis de construction, qu'est-ce qu'on exige, les études qu'on va exiger, et tout ça va venir répondre à certains au sujet que vous avez abordé en ce sens-là. Il y a aussi le règlement de PIA qui va faire un pont aussi avec des projets. Dans le fond, le règlement de PIA, c'est quand il va y avoir des projets qu'on va identifier majeurs et qu'on va cibler certaines interventions qui vont être assujetties au règlement de PIA. Bien, on sait que c'est des projets qui peuvent avoir un impact plus significatif dans le paysage ou qui peut avoir un impact sur, exemple, la circulation, tout ça. Donc, on exige des documents en plus dans ce règlement-là, en plus de ce qui est exigé pour une demande de permis